Euh, Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier webinaire sur le thème de la stratégie. Peut-être juste deux mots de qui je suis, qui vous parle. J'ai une formation de base de sociologue, donc j'aime bien conceptualiser les choses et j'ai une approche du marketing, donc plutôt sur l'angle sociologique que sur l'angle économique. Mon expérience, je l'ai fait dans plusieurs startups ici à Fribourg entre 1990 et 2003 et j'enseigne depuis un certain nombre d'années. J'ai fait une dizaine d'années à l'EPFL et depuis 2 ans à la HEG de Fribourg, à la HSSO. J'enseigne le marketing stratégique et le neuromarketing. Puis, ouais, bientôt 12 ans, je suis fondateur d'une société qui s'appelle TM Tandem Marketing et qui fournit des services dans le domaine justement de marketing stratégique. Alors, je voulais aujourd'hui vous parler d'une méthode que j'ai développée, que j'ai mise à disposition de Social Business Models, mais aussi sur mes différents blogs. Euh, et cette méthode-là, elle a trouvé son origine dans le fait que j'ai constaté dans ma pratique que beaucoup de petites sociétés et également des organisations, des entreprises sociales n'ont pas vraiment travaillé sur une stratégie formalisée. Euh, c'est vrai que les modèles théoriques, je les enseigne, je suis conscient qu'elles sont complexes et qu'on n'a pas le temps pour aller faire une analyse très détaillée. Alors, pour moi, le but, c'était, comme le nom dit dans le SST Strategy Short Track, c'était de trouver des raccourcis pour aller très rapidement à une réflexion stratégique. Cette réflexion stratégique, je pense aussi qu'elle est nécessaire pour tout le monde. Et à la base, en fait, de mon modèle, c'est pas des choses de génie. J'ai tout simplement utilisé des concepts qui existaient déjà et je les ai mis en lien. Pourquoi? Parce que je pense que lorsque les personnes pensent au niveau stratégie, ben, ils ont beaucoup d'idées. Et puis le cerveau, c'est comme un hôtel d'idées. Si l'hôtel il est plein, ben, vous allez trouver plus de place pour de nouvelles idées, puis avoir beaucoup de bruit de couloir. C'est le premier objectif du modèle, c'est que toutes vos pensées stratégiques, vous arrivez à les caser et comme ça vider votre tête pour que de nouvelles idées arrivent. Et la deuxième chose qui est essentielle quand vous êtes dans la pensée stratégique, c'est que vous n'êtes jamais seul avec une pensée stratégique. C'est-à-dire que le métaphore ici que j'utiliserai, c'est les chaînes musculaires. Pour bouger votre bras en haut, ben, vous avez besoin de mobiliser pas seulement les muscles du bras, mais les muscles jusque dans votre petit orteil. C'est la même chose au niveau stratégie. Quand vous avez une pensée, il y a nécessairement une pensée avant, il y aura une pensée après. Et c'est important de voir ces liens. Et c'est ça le but de ce modèle Strategy Short Track ou SST. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu créer avec ça? Ce qui était l'objectif, c'était d'avoir quelque chose de pragmatique qui se base sur du concret, du terre à terre. On commence avec quelque chose qui est directement là, pas une théorie qui est rapide et surtout aussi qui a comme but que vous devenez autonome. Parce que c'est bien d'avoir un modèle, mais si vous avez toujours besoin de quelqu'un qui vous tient la main, c'est pas le but. Le but, c'est que vous arrivez de manière autonome à utiliser le modèle. Le, la structure de SST, c'est en fait deux parties. Pour moi, dans la stratégie, dans le fondement de la stratégie, il y a deux parties.
La première, c'est ce que j'appellerais dessiner la carte. Euh, c'est quelle ma situation de départ, quels sont les contours, où est-ce que nous sommes, où sont nos concurrents, nos substituts. Ça, c'est la première partie. Une fois qu'on a la carte, on va regarder parce que la stratégie, c'est se projeter dans le futur. Et dans ce futur-là, ben, qu'est-ce qui va se passer sur la carte? Quelle est la dynamique? Quel est le temps? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il y aura le soleil? Est-ce qu'il y aura des arcs-en-ciel à admirer? Et comment on en profite? Parce que si on veut avancer, il faut qu'on utilise pas seulement notre propre force, mais qu'on l'utilise dans un environnement et qu'on connaît la dynamique ou le dynamique de l'environnement. Excusez-moi pour mon français, je suis d'origine néerlandophone et puis le là, c'est toujours un casse-tête chinois pour moi. Euh, alors, dans la première partie, ce que je voulais aujourd'hui un peu voir dans le détail avec vous, c'est l'analyse de la situation de départ. Donc, la première chose qu'on va dire, c'est bien définir, mais qu'est-ce qui est notre domaine d'activité stratégique? Qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Quelle est la valeur principale qu'on apporte? Et une fois qu'on a défini cela, c'est seulement là qu'on peut définir quels sont les facteurs clés de succès dans ce domaine. Ça ne sert à rien de définir les facteurs clés de succès si vous n'avez pas défini dans quel domaine vous allez être actif. Et c'est seulement avec ça que vous pouvez définir si vous avez des forces et faiblesses. Je veux dire par là que force et faiblesse, c'est toujours par rapport à quelque chose. Si vous n'avez pas bien défini par rapport à quoi ce que c'est, ben, force et faiblesse devient la poésie, dans le meilleur des cas, mais quelque chose d'utile, non. Force et faiblesse, c'est toujours par rapport à une situation donnée dans laquelle vous voulez agir. Ensuite, une fois que vous avez défini les clés de succès dont vous aurez besoin pour ouvrir le domaine d'activité stratégique et que vous sachiez sur quelles clés vous êtes forte et pour les autres que vous êtes peut-être plus faible ou neutre, vous allez pouvoir aussi comparer votre performance avec la concurrence d'une manière aussi objective et sur les points qui sont essentiels. On voit souvent qu'on parle de la concurrence anecdotique, mais ça ne vous sert à rien sur le plan stratégique. Vous devez savoir sur quel facteur clé cette concurrence peut vous battre ou sur quel facteur clé vous battez la concurrence. Et vous avez besoin du global picture, de la vue globale de la situation pour pouvoir le faire. Ça, c'est la première partie. Si vous avez fait ça, vous avez l'idée de la carte, de l'environnement dans lequel vous allez opérer et dans lequel vos concurrents et vos substituts sont en train d'agir. Dans la deuxième partie, je ne vais pas aller ici autant dans le détail, c'est la question de la dynamique. Et la dynamique, c'est deux choses. Il y a une dynamique qui va nous aider à développer ce que nous avons envie de développer, et il y a une dynamique qui peut peut-être mettre des bâtons dans les roues. Il est important de savoir quelles sont les menaces qui sont vraiment importantes pour nous et quelles sont les opportunités qui sont utiles pour nous. Pas chaque opportunité est utile pour nous parce qu'on n'a peut-être pas les forces pour les exploiter et quelqu'un d'autre l'aura. Et c'est ce qu'on verra dans le tableau quand on a les concurrents en face de nous et leurs performances. Et la même chose avec les menaces. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a une menace objectivement qu'elle est subjectivement valable pour moi. Une fois que j'ai donc défini des stratégies défensives qui doivent me protéger contre les menaces ou les stratégies offensives qui me permettent de profiter des opportunités, je vais voir que les stratégies que j'ai définies sont valables par leur orientation et par leur faisabilité. Très important, les objectifs sont là pour vous aider à savoir est-ce que avec ma stratégie, j'avance dans la bonne direction et est-ce que j'atteins la position que je veux atteindre. Donc, souvent on entend parler stratégie égale objectif. Un objectif n'est pas une stratégie. L'objectif, c'est un paramètre pour vous dire je suis juste avec ma stratégie ou je suis en train de perdre la performance. Mais une stratégie n'est jamais un objectif, c'est pas un synonyme. Finalement, pour chaque stratégie, ben, il faut développer un plan d'action. Et ce plan d'action a deux paramètres. C'est le timing, à quel moment il faut le faire, et aussi son importance. Pas chaque chose est autant important. Et ce qui est aussi important avec le plan d'action, c'est de bien se rendre compte qu'il est au service de nos stratégies. Et lorsque votre objectif vous permet de dire j'ai atteint ma position,
alors à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de développer d'autres actions. Donc c'est aussi en rapport. Ok. Allons voir maintenant dans le domaine d'activité stratégique. Le domaine d'activité stratégique doit être défini sur trois paramètres. D'abord, et puis le plus important, c'est la valeur. Qu'est-ce que vous apportez? Alors, la valeur, pour moi, n'est pas définie par nous, mais elle est définie par le client. C'est lui qui consomme, qui crée la valeur. Donc, c'est très important de définir votre valeur, ce que vous apportez en termes du résultat que le client il recherche, pas en termes de ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites, mais c'est qu'est-ce qu'on fait pour vous qui est important. Qu'est-ce qu'on vous permet de réaliser? Parce que si vous n'avez pas un résultat pour le client, je ne vois même pas pourquoi il devrait s'adresser à vous. Donc, vous devez connaître le résultat que le client il recherche. Le public cible, bien sûr, qui est intéressé par ce résultat et les produits et services que vous voulez mettre à disposition de vos clients. Oui. Ensuite, les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, c'est ce qu'on va définir. Quels sont les facteurs clés de succès objectifs pour tous ceux qui sont actifs dans le domaine que vous avez choisi? Donc, il faut vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut pour avoir du succès dans le domaine d'activité stratégique que j'ai choisi? Donc, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que j'ai besoin pour réaliser le résultat que mon client il cherche? Et ça, vous mettez dans le tableau ici suivant, vous mettez les facteurs clés de succès. Ensuite, vous allez juger pourquoi c'est un facteur clé de succès. Ça suffit pas, je veux par là provoquer la réflexion approfondie, pas juste des mots-clés, des prix bas, oui ok, les prix bas, mais expliquer pourquoi les prix bas, peut-être c'est un facteur clé de succès dans le marché, dans le domaine d'activité stratégique que vous avez choisi. Donc c'est très important, pas simplement dire les mots, mais aussi savoir pourquoi vous les dites, pour les situer. Ensuite, la deuxième étape ici, c'est de évaluer votre performance. Donc, vous avez défini les facteurs clés de succès, vous savez pourquoi c'est un facteur clé de succès. Ensuite, vous allez juger comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon. Maintenant, dans le cas où vous lancerez une nouvelle activité, vous ne pouvez pas juger votre acquis, mais vous pouvez essayer de juger le niveau que vous pensez, que vous estimez que vous pouvez atteindre quand vous lancez une nouvelle entreprise ou un nouveau produit, un nouveau service. Puis ensuite, vous vous donnez une note 1 sur 10. Euh, voilà, il n'y a rien d'objectif là-dedans, c'est pour vous-même quand même une relativité de votre propre pensée. De comprendre quand vous donnez 9, ben, qu'est-ce que ça vaut 7, 2, 3, 5, 6. C'est aussi important de commencer à vraiment comprendre comment est-ce qu'on évalue sa propre performance parce que c'est finalement toujours avec ses propres jugements qu'on va travailler. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais m'intéresser à la concurrence. Et puis, c'est très important de ne pas tomber dans le piège de seulement s'occuper de la concurrence directe, mais d'également s'intéresser aux produits de substitution. Pourquoi? Parce que les produits de substitution visent le même résultat. Sinon, ils ne sont pas des produits de substitution. Et donc, il faut toujours réfléchir. Si vous apprenez à réfléchir en termes de résultats que votre client il cherche, ben vous allez aussi vous intéresser à des produits que vous n'aurez peut-être pas pris dans une analyse de concurrence, mais que vous allez prendre dedans parce que ils sont autant valables comme concurrents de deuxième, de deuxième choix, mais toutefois quand même toujours des concurrents, comme le TGV, c'est un concurrent à au low cost et aux airlines. Euh, donc, c'est vraiment important de voir ces deux choses-là. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos facteurs clés de succès que vous avez définis, vous prenez vos notes que vous vous êtes données, et puis vous allez juger vos concurrents. Qu'est-ce que vous allez constater? Ben, vous allez constater que c'est mon expérience de tous les jours. Vous allez constater que ben beaucoup de choses que vous dites, tiens, mais c'est pas, j'ai jamais regardé. En effet, il faut, avec ce tableau-là, ça vous oblige de sortir de l'anecdotique, de l'analyse concurrentielle.
quand je discute avec mes clients sur leurs concurrents, ce qui me sort, c'est surtout des anecdotes. C'est surtout des points à gauche et à droite qu'ils ont vécu, mais pas une analyse approfondie et pas pourquoi vraiment ça soit important ou pas. Donc, si vous faites ces premières trois étapes, ben vous allez comprendre quelle est votre situation par rapport à vos concurrents, par rapport à ce qu'il y a à réaliser pour atteindre la valeur que vous cherchez à fournir à vos clients. Et donc, vous avez déjà une très grande, une très grande valeur. Moi, ce que je fais, si je fais ce tableau-là, c'est que ce qu'il faut mettre, par exemple, en vert, c'est où vous avez un point fort et puis vos concurrents sont plus faibles que vous, parce que ça veut dire là, il y a un corridor peut-être sur lequel vous pouvez forcer, puis vous pouvez bouger vos concurrents un petit peu hors du marché. S'il y a le rouge, c'est là où il faut attendre que si le concurrent fait une analyse proprement dit, va peut-être vouloir vous attaquer. Donc, et les zones grises, ben, c'est les zones où tout le monde a plus ou moins les mêmes valeurs et que, ben voilà, vous pouvez difficilement vous différencier ou, sauf si vous allez investir, bien sûr, pour améliorer votre performance. Voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui vous communiquer. Euh, je, J'espère que ben, vous trouverez tous ces informations sur le site Social Business Models avec un modèle qui est plus évolué, ce que je vous ai montré là. C'est-à-dire c'est un modèle qui fonctionne sur Excel et puis qui automatise certaines choses que, voilà, moi, initialement, je n'avais pas automatisé, mais c'est Claude qui s'y a mis et je le remercie pour ce travail parce que ouais, ça facilite l'utilisation de l'outil. Donc voilà, je suis là pour vos questions. Est-ce que Claude, tu as activé le modèle que je peux entendre s'il y a des questions?